Frère Maxime, bonjour. Bonjour. Alors tout à l'heure sera inhumé au cimetière d'Erima à Arouet Roland Oldam, ce combattant infatigable qui militait pour le droit à l'indemnisation des victimes et des travailleurs du nucléaire et aussi à la reconnaissance de la responsabilité de l'État français. Quel souvenir vous gardez-vous de l'ancien président de Mororoa et Tatou? Bonjour. De toute façon, je dois dire que je ne suis pas un très proche de Roland. Je l'ai connu pour la première fois, c'était en 95. Après donc l'annonce par Jacques Chirac de la reprise des essais nucléaires, nous avions formé un grand collectif qui s'appelle Te Ihitei no Te Hau, afin de contrer, disons, cette reprise des essais nucléaires. Et ça a regroupé donc toutes les associations, certains partis politiques, des syndicats, tout cela. C'est à cette occasion-là que je voyais Roland Oldam pour la première fois. Alors il laisse derrière lui, beaucoup le disent, un grand vide de par son franc-parler, le verbe fort qu'il n'hésitait pas à utiliser, de par aussi sa détermination inlassable. Vous pensez que la relève de toute façon sera assurée tranquillement? Bon, quand la relève en ce qui concerne l'action, disons, de la lutte pour la vérité et la justice sur les essais nucléaires, oui, elle est faite. Hein, je pense il faut avoir confiance. Par contre, pour la personnalité, bon, elle est irremplaçable. Hein. Roland, c'est Roland, nous le connaissons, nous savons, et tout ce qu'on dit de lui par les autorités les jours derniers, c'est tout à fait vrai. Il est déterminé, il est froid, il a une certaine présence quand il parle. Bon, ça, c'est irremplaçable. Le haut-commissaire de la République, dans une lettre hommage à la famille donc de Roland Oldam, parlait d'un homme entier comme un bloc de granit, mais à la sensibilité extrême. C'est aussi comme ça que vous le voyez? Oui, c'est juste. Donc, d'ailleurs, c'est un artiste, donc il sent les choses pas comme tout le monde. Qu'est-ce qui vous séduisait, vous, dans son combat? Le combat que menait Mororoa et Tatou? En quoi est-ce qu'il est différent, par exemple, du combat que mène l'association 193? En ce qui concerne, disons, le combat de Mororoa et Tatou, il faut savoir, il faut le répéter, c'est un combat commun. Hein, Roland, c'est le porte-parole, c'est le président de Mororoa et Tatou, mais il faut pas oublier toute l'équipe qui était avec lui, donc en particulier Monsieur Barriot, hein, qui est la tête pensante, qui fouillait dans tous les archives, et c'est lui qui écrivait tous les articles, qui mettait en forme et qui donnait, disons, du sérieux aux dossiers qui sont traités. Et puis John Doom qui faisait le lien avec donc la population et l'église maoïque de Polynésie, quoi. Hein. Donc Roland, c'est un élément, disons, de ce groupe-là. Et il faut saluer d'ailleurs, et aujourd'hui, la disparition de ces 3 personnes clés de Mororoa et Tatou en l'espace de moins de 2 ans. C'est signe que nous passons à un autre stade, disons, de cette lutte-là. Mais n'ayez aucune crainte. Je pense que dans Mororoa et Tatou, la relève, elle est faite. Mais le travail de Mororoa et Tatou est complémentaire avec celui de l'association 193? Effectivement, voilà, c'est le sens de ta première question. Hein. Il faut savoir que historiquement, d'après le discours officiel, qu'il n'y avait pas de problème pour les essais nucléaires, donc malgré les protestations des uns et des autres, on savait simplement qu'il y avait des problèmes à ce moment-là, en 95, en 2000, 2001, lors de la fondation de Mororoa et Tatou, qu'il y avait des problèmes pour les anciens travailleurs de Hau, Mororoa et Fongataufa. Donc, c'était fondé pour l'indemnisation, disons, de ces anciens travailleurs. Lorsque la loi Morin, sous l'impulsion de Mororoa et Tatou et de l'AVEN qui se trouve en métropole, et donc l'État était contraint, disons, de faire face à cette demande-là de l'indemnisation des anciens travailleurs. C'était uniquement donc pour les anciens travailleurs. Mais grâce au travail de pression de Mororoa et Tatou, relayé par, disons, le politique après le Taoui avec l'Assemblée de Polynésie, il y a eu donc une grande enquête sérieuse qui a été faite, qui a poussé le gouvernement central
à ouvrir les dossiers de la défense, les dossiers secrets de la défense. Et parmi ces éléments-là, on a donc pu voir que c'est toute la Polynésie qui a été contaminée. Donc c'était ça la grande nouveauté. C'était les archives, ce n'est plus, les archives déclassées là. C'est ça, oui. Mais déclassées, mais reclassées. Ensuite, il faut savoir que ça a été déclassé pendant 2 ou 3 ans et puis ils ont refermé. Et donc c'est encore un autre élément qu'il faudra soulever. Il faut véritablement déclasser. Bon, en tout cas, c'est toute la population qui est concernée par la contamination. Et c'est là la grande différence entre 193 et Moruatato. 193, c'est pour justement défendre les malades de toute la Polynésie. Alors, vous défendez les malades de toute la Polynésie, le travail de l'association donc continue. Vous travaillez avec combien? 200 à peu près familles? Actuellement, nous avons accompagné officiellement dans l'association 205 familles. C'est très peu à côté du chiffre que nous pouvons prétendre déjà avec ce que la CPS a recensé entre 91 et 2016, près de 10 000 malades de maladies radio-induites, c'est-à-dire de la liste de la loi Morin. Ça ne veut pas dire que toutes les maladies viennent, disons, des essais nucléaires, mais disons, c'est un chiffre et c'est... Mais avec d'autres, nous savons qu'il y a au moins 600 nouveaux cas de cancer tous les ans, dont 300 des maladies radio-induites. On n'a qu'à faire le chiffre, qu'on avait fait le calcul, et donc 205, c'est très peu. Ça nous amène autour de quoi? Un chiffre qui se rapproche de 15 000 à peu près? Ah oui, enfin, entre 10 000 et 15 000, quoi. Donc, on n'est pas à 10 000 près, là. Vous ne baissez pas les bras pour autant? Oh non, pas du tout. Parce que, et là, on voit bien que ce chiffre, il est de 205 familles. Ça révèle qu'il y a beaucoup d'obstacles, il y a beaucoup de freins, beaucoup de peur. Et quand nous parlons avec les personnes qui sont concernées, il y a toujours des objections. Ah oui, mais, enfin, bref. Peur de quoi, alors? Toutes sortes, bon, la peur héritée de 30 ans de mensonges, et puis ensuite de la pression, disons, des autorités, et nous savons très bien que c'était un sujet tabou auparavant. Bon, et ensuite, il y a aussi la difficulté pour constituer les dossiers. Donc, à chaque fois, il y a toujours des problèmes c'est pour cela que être accompagné par une association telle que 193, c'est essentiel pour faire aboutir, disons, un dossier de demande. Quels sont les obstacles auxquels vous vous trouvez confrontés, surtout pour constituer justement ces dossiers? Comme je vous le disais, ce sont des obstacles d'abord matériels. Retrouver, disons, le certificat médical qui indique qu'on a été traité pour cette maladie-là, mais et quand on demande, disons, aux médecins, il y en a encore qui ont ce réflexe-là. Ah, vous pensez que ça vient de là, alors que c'est pas leur problème. On leur demande simplement de fournir le certificat médical où ils ont traité le malade. On leur demande pas de dire que la maladie, ça vient des essais nucléaires. Donc, et tout cela, c'est, s'ajoutant à d'autres choses, bon, il y a certaines, on est fiu aussi au bout de quelques mois quand on sait que ce n'est pas encore abouti. Ouais. Et puis après, il y a le refus. Et nous les accompagnons au tribunal administratif à ce moment-là pour faire valider, disons, leur demande. Il y a beaucoup de dossiers en cours, justement? Oui, en cours. Là-dessus. Dernièrement, ce sont ces 10 dossiers qui ont été refusés par les Civens qui ont provoqué donc cette affaire avec donc le professeur Krishna avec qui nous portons plainte contre lui pour faux en écriture au pénal. D'accord, donc on suivra de très près l'évolution. Un dernier mot peut-être dans les îles, comment ça se passe en ce moment? C'est encore plus dur dans les îles parce que justement on est loin de tous les centres administratifs et ensuite et donc puis
Et puis la vie est cool dans les îles, donc on vit très très lentement. Donc pour constituer un dossier, c'est beaucoup plus difficile. Mais les gens, ils sont très très attentifs quand même. Vous vous déplacez? Oui, il nous arrive de nous déplacer, oui, bien sûr. C'est absolument nécessaire. Merci beaucoup en tous les cas, frère Maxime, d'avoir accepté notre invitation ce matin pour nous parler donc du combat en faveur des familles victimes du nucléaire. Un combat que menait donc Roland Oldham, qui nous a quittés samedi et dont l'inhumation, je le rappelle, aura lieu aujourd'hui au cimetière d'Erima à Roué. Merci encore. Maruru.